bienvenue dans ce journal, ce mardi 21 février 2017, journal que nous avons une fois de plus, en tout cas, ce privilège de vous présenter. L'impact social et de projet du Comité international de la Croix-Rouge est à relayer par les partis politiques. C'est ce qui ressort de l'audience entre la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, et la délégation du CICR, République démocratique du Congo. La Croix-Rouge croit à l'implication du MLC pour réussir ce challenge. Reportage, Papi Moulala. La Croix-Rouge a pour habitude de rencontrer toutes les parties. Nous ne faisons pas de distinction entre les parties quelles qu'elles soient et nous avons une très bonne acceptation et un très bon positionnement en RDC grâce justement à notre d'indépendance, d'impartialité où toutes les parties nous reçoivent et où on a reçu vraiment avec beaucoup de générosité et beaucoup de soutien. J'ai été très bien accueilli par la secrétaire générale du MLC. Je suis venue pour lui présenter nos activités, les activités du Comité international de la Croix-Rouge pour l'année 2017 dans tout le pays et aussi pour lui assurer le soutien de la Croix-Rouge internationale sur les axes d'action et d'opération que le CICR a prévus sur l'année 2017. La Convention nationale des bimbistes, CNB en sigle, dénonce et condamne la violence perpétrée contre les élèves des collèges à Limba, Zouzou, Saint-Georges, ainsi que de l'Institut professionnel de la Gombe, survenu le lundi 20 février à Kinshasa, signé ici par son coordonnateur, Désiré Mbondi Wambondi. Les évêques de la SENCO ont tenu une réunion extraordinaire du premier trimestre de l'année en cours pour évaluer la situation politique au pays. C'était au centre interdiocésain à Gombe. Les détails dans ce reportage que nous propose Prince Yamboui. Au cours de cette réunion extraordinaire du premier trimestre 2017, à travers le président de la SENCO, les évêques ont fait voir leur compassion aux massacres qui ont eu lieu dans les différentes régions de la République démocratique du Congo. Le cas des Kamwina Sampou, Bundu Diamayala pour ne citer que cela. Nous exprimons aussi notre proximité et compassion pour les diocèses meurtris par l'insécurité de toutes sortes. Nous pensons à Beni Butembo, qui ne cesse de compter des morts. Nous pensons à l'archidiocèse de Kananga, au diocèse de Mbujimai, Luisa et Luebo, qui sont sérieusement touchés par l'insurrection des adeptes de Kamwina Sampou, à l'archidiocèse de Kinshasa, qui a connu des morts le 19 et 20 septembre, ainsi que le 19 et 20 décembre 2016, suite à la répression des manifestations pour l'alternance démocratique. Nous pensons aux diocèses de Kalemie et Kirungu et Manono, qui sont régulièrement témoins du conflit sanguinaire opposant les Pygmées et les Bantous. Nous pensons aux diocèses de Boma, Matadi et Kisatu, qui viennent d'être secoués par les militants de Bundu Diamayala, qui ont atteint aussi Kinshasa. À cela s'ajoute l'alisement de la tragédie de l'Est de notre pays en général. Autre sujet important évoqué lors de cette rencontre, la situation de blocage qui remet en cause et entrave les arrangements particuliers entre le politique. 4 points de divergence majeures ont été épinglés et qui sont à élaguer pour sauver le dit arrangement, notamment la désignation du Premier ministre, la répartition de postes ministériels de portefeuille, la mise en œuvre de la chronogramme, ainsi que le rôle de la SENCO au Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toujours les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont échangé avec le chef de l'État, Joseph Kabila, au sujet du blocage actuel relatif à la non-désignation du Premier ministre et au remplacement d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi des accords.
Pour le porte-parole de l'ASENCO, l'abbé Donacier Cholet, l'issue n'est plus loin, il le dit au micro de Jean Pidjounji. Suivons-les. Et partager avec lui les préoccupations à propos des points qui restent encore en souffrance. Le chef de l'État considère que 95% de ce qui devrait être fait a été fait. Il ne reste que plus ou moins 5%. Il faudrait vraiment qu'on aille vite pour ne pas donner de prétexte à qui que ce soit. Je regrette qu'on complique les choses au niveau des modes de désignation, alors qu'il suffit d'amener 3 noms pour que lui puisse apprécier, évaluer dans le sens de l'accord. Et il estime que cette question pourra être facilement réglée si le rassemblement Élysée choisissait un nouveau président du Conseil des sages. Ce serait en principe, selon l'accord, celui-là, son interlocuteur, qui devrait présenter les listes. Donc son souhait, qui est le souhait de la SENCO, c'est que le rassemblement se donne le plus tôt possible. Le président du Conseil des sages, qui normalement devrait être le président du comité des sages, qui devrait normalement être le président du Conseil des sages, Sensa, et voilà ce qui est urgent à faire. Nous espérons que si le président du Conseil des sages du rassemblement est élu, les choses pourront bouger dans le bon sens. Mais considérant l'impatience de la population, aussi les évêques qui doivent se libérer d'une certaine façon, nous souhaitons que ce soit le plus tôt possible. Des réunions stratégiques sont en train d'être faites entre les différents regroupements du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pour occuper cette fois-là la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Les noms sont avancés, parmi lesquels Pierre Lumbi pour le G7, Jean-Bertrand Ewanga pour la AR et Martin Fayoulou pour la dynamique de l'opposition. Il y reste en fait de compte le choix unanime de celui qui va conduire cette fois-là ce regroupement politique, après bien entendu la mort d'Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et le président en exercice du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, aujourd'hui décédé. Joseph Olengankoyi n'est pas tendre avec les ténors du G7 au sujet de la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. L'option de donner à une autre composante que l'UDPS devra prendre comme élément essentiel, selon Olengankoyi, les années de lutte accompli par les compagnons d'Étienne Tshisekedi. Tout autre élément d'appréciation ne serait qu'illusoire. Olengankoyi refute toute idée de guerre de succession. Il se veut seulement réaliste et pragmatique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et la délégation de l'UDPS conduite par Jean-Marc Kabound ne se sont pas accordés sur le lieu d'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Cette rencontre a eu lieu à l'hôtel de ville. Ces 2 membres du groupe de 13 parlementaires qui ont écrit la lettre ouverte au président Mobutu Sese Seko Kuku-Ngwendo Wasabanga pour dénoncer la gestion de son régime. Ces 2 compagnons d'Étienne Tshisekedi et fondateurs de l'UDPS ont été au siège de l'UDPS pour honorer la mémoire de leurs collègues ici, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le président de l'UDPS. Reportage. Alain Oga. Ensemble avec les présidents de l'UDPS, ils ont écrit la lettre ouverte au président Mobutu pour décrier son régime dictatorial. Ces anciens parlementaires, eux aussi, ont été alimentés pour signer le registre de condoléances en mémoire de leurs camarades de lutte et président de l'UDPS, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après la signature du registre de condoléances, ces 2 parlementaires co-auteurs de la lettre ouverte à Mobutu ont donné leur témoignage sur les qualités et savoirs d'Étienne Tshisekedi. Charles Biaoken, camarade de Tshisekedi, a témoigné que son collègue président était doté de dispositions humaines et politiques extraordinaires. Je suis un des fondateurs de l'UDPS et un des 13 parlementaires qui ont signé la lettre de 52 pages adressée au président de la République, Mobutu Sese Seko. Le jour où on nous a condamnés, les 13 parlementaires, à la SANDEF, on nous a condamnés à 15 ans
on nous a fait attendre pour que le camion fourgon de la province de Makala vienne nous chercher. C'est ce jour-là que j'ai prouvé qu'Étienne Tshisekedi était un docteur en droit, qu'il connaissait le droit. Et il n'a pas signé, il n'a pas donné procuration aux avocats. Pour Proté Lumbu, Étienne Tshisekedi reste le chef de file du mouvement de veille pour la démocratie en République démocratique du Congo et n'avait peur de rien. Je suis un des 13 parlementaires qui ont écrit la lettre ouverte, mais aussi qui ont créé le parti, l'UDPS. En ce jour réservé aux compagnons de lutte de Tshisekedi, je suis venu aussi exprimer mes vifs regrets sur le fait que nous nous sommes séparés d'une manière inattendue. Une composante de la société civile a vu le jour en République démocratique du Congo. C'est la dynamique pour la refondation de la société civile dans son ensemble. Cette composante a été créée suite à la déception, selon ces composantes, observée au dialogue de l'Union africaine et celui de la CENCO, où la société civile n'a pas défendu les intérêts du peuple, coincé par la classe politique, selon Jérôme Lokando, qui dénonce ici l'inféodation de la société civile par la classe politique. Allez, Nova. Une composante de la société civile vient d'être créée en RDC. C'est la dynamique de la refondation de la société civile et la dynamique d'intégration chrétienne. Cette nouvelle composante de la société civile a vu le jour à cause de l'inféodation de la société civile par la classe politique observée lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine et celui de la CENCO, où la société civile de l'OUA soutient les intérêts de la majorité au pouvoir et la société civile proche du rassemblement, à son tour, soutient cette plateforme. Ce positionnement n'a pas permis à la société civile de défendre sa vraie position dans les deux dialogues. De cette déception, la dynamique pour la refondation de la société civile ensemble avec la société civile REDIC vise en premier lieu l'intérêt général de la population par l'autogestion, l'autoprise en charge et par la défense des intérêts de cette population, précise le président de cette composante, Jérôme Lokando. Le processus électoral est en panne et il y a la prise en otage de la démocratie et de la population par la classe dominante. Et la population doit être vraiment sensibilisée pour qu'il y ait des crispations. Aujourd'hui, nous sommes en face des institutions illégales. Cette année, nous avons aussi commencé à dénoncer la non-crédibilité du processus de négociation de la CENCO. Ce processus de négociation n'est pas crédible quand il n'y a pas d'inclusivité, c'est-à-dire la non-prise à compte. Nous allons multiplier les sensibilisations, aussi mobilisation de la population. Une sortie officielle de la composante dynamique pour la refondation de la société civile a permis aux animateurs de cette dynamique à faire l'échange de vœux pour l'année 2017. La vente séquentielle du carburant à la pompe perturbe énormément les consommateurs. La solution au problème ne peut venir que d'une nouvelle restructuration du prix du carburant pour répondre à la réalité du marché, a bien précisé le vice-président du groupement des sociétés pétrolières et privées, Emery Mbachibobe. Il le dit très bien au micro des Fiston Kiala. Suivons-le. Les services minimums observés depuis quelques jours dans les stations-service de distribution du carburant est consécutivement lié aux facteurs exogènes et endogènes, comme l'explique le vice-président du groupement des sociétés pétrolières privées, Emery Mbachibobe. Les trois paramètres qui rentrent en concours pour fixer les prix des produits pétroliers, ces trois paramètres ont sensiblement changé dans le sens de la hausse. Parmi ces paramètres, il y a premièrement le PMF. Le PMF, c'est le prix moyen frontière. Le prix moyen frontière constitue le prix d'acquisition du produit auprès des grands traders, donc auprès de ceux qui négocient le produit pétrolier sur la bourse.
ce montant d'argent en termes de fiscalité, par exemple, est calculé par rapport au volume mis en consommation. Donc, vous constatez que ces derniers temps, les consommations ne sont pas tellement grandes. L'offre, les produits sont là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les consomment pour des raisons peut-être de pouvoir d'achat ou pour des raisons de moyens. Le dernier, c'est les taux d'échange. Les taux d'échange aussi est un élément très important, étant donné que nous vendons le produit pétrolier exclusivement en francs congolais. Il faut rapidement convertir la masse monétaire en devises fortes, donc en dollars, pour refaire les stocks. Mais il s'est fait que ces taux, vous les constatez comme moi, dans cette ville, les taux ont sensiblement changé, donc nous sommes un peu plus au-delà du taux. Face à cette dure réalité, il est inévitable de voir le prix du carburant à la pompe revu à la hausse. Qui est d'application dans la structure en vigueur. Donc il y a une structure qui vient de faire pratiquement 5 mois, donc je crois que c'est depuis le mois de novembre, si ma mémoire est bonne, ou d'octobre, qu'il y a eu l'ancienne structure. Or, cette structure-là est d'application jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire les paramètres qui ont changé devraient en principe être actualisés. C'est-à-dire, nous les ramenons, on discute et on actualise. Ça permet à ce que ceux qui vendent ne soient pas dans une perte par rapport au volume vendu. Le monde entier célèbre ce 21 février la journée internationale des langues vernaculaires qui se comptent en milliers à travers le monde entier et qui doivent être transmises et pérennisées de génération en génération. Titi Boulombo. En décrétant le 21 janvier de chaque année Journée mondiale de survivance des langues vernaculaires, l'UNESCO tient à la pérennisation autant à la transmission des cultures, une véritable nécessité face à la montée des langues internationales. Moi, personnellement, j'ose souvent parler en langue maternelle à mes enfants, et surtout celui qui est à l'université. C'est lui qui apprend souvent à ses petits frères de parler en langue maternelle. Et moi-même, quand je suis là avec maman, mes enfants écoutent et il est facile, quand vous leur envoyez quelque chose, il est facile de vous comprendre. Notre langue maternelle, je dis par exemple à l'enfant, Ngana Massa. C'est là qui veut dire que donne-moi de l'eau. Et quand je dis Ndawenda, allez. Et l'enfant, quand il comprend que Ndawenda, ça signifie aller, Nzaouissa, venez, et quand il sera en dehors de mon monde, quand il va quitter Kinshasa par exemple, il se retrouve dans un village ou dans le village de ses grands-pères. L'enfant va bien communiquer. À travers le monde entier, les langues vernaculaires se comptent en milliers, souvent confondues avec la langue maternelle qui désigne la première langue qu'un enfant apprend auprès des membres de sa famille. La langue vernaculaire, elle, est propre à une région ou à ses habitants. Le chantre Henri Papa Moulaja continue avec le concept Célébration Pâques. Pour l'édition 2017, s'il compte apporter le message de l'espoir avec la dégradation de la vie et le désespoir qui gagne du terrain dans le social congolais. Il explique cependant que la Pâques reste une occasion pour les chrétiens et les non-chrétiens à se remettre sur la sellette pour un nouveau départ. Il répond au micro ou aux questions posées par Jean-Pierre Djodji. La célébration Pâques, c'est vraiment une grande vision, un grand fardeau que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est de pouvoir conscientiser davantage les chrétiens sur l'importance de cet événement. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi n'a même pas d'importance. Parce qu'on dira, bon, il est mort comme tous les grands, tous les anciens, et c'est parti. Lui, il est mort, il est ressuscité.
Alors sa particularité, c'est justement le côté festival, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça rassemble plusieurs artistes chrétiens qui passent sur le podium et qui célèbrent Dieu ensemble avec le peuple de Dieu dans la louange, l'adoration. C'est ça la particularité et c'est ce qu'on fera encore cette année 2017. Pourquoi par rapport à la célébration Pâques, il y a seulement cette soirée-là de louange, d'adoration. Il y a des idées, il y a des concepts, mais on n'a pas tous les moyens qu'il faut pour aller encore au-delà de ça. Donc jusque-là, on se concentre sur la célébration Pâques. Et cette année, on sera encore au Grand Hôtel pour pouvoir réunir tous les enfants de Dieu afin de chanter, d'élever Jésus et de penser davantage au fait qu'il est mort et il est ressuscité. La célébration Pâques est ouverte à tout le monde, mais principalement bien sûr les chrétiens qui croient en Jésus, qui croient qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, tous les chrétiens de Kinshasa, toutes les couches confondues. Donc papa, maman, grand, petit, chantres, policiers, commerçants, étudiants, journalistes, députés, tout le monde qui aime Jésus, qui est chrétien. Mais c'est aussi ouvert à ceux qui ne sont même pas chrétiens, mais qui apprécient les choses de Dieu. En venant là, certainement qu'ils seront touchés. Et donc nous ciblons toute personne. En page internationale, le procès des disparus de Novo Hôtel s'est ouvert dans la capitale ivoirienne. Le fait remonte depuis 2010. 2 Français et 4 Ivoiriens ont été enlevés et assassinés à l'occasion. Suivant nos confrères de France 24. Abidjan, 4 avril 2011, dans un contexte de crise post-électorale et de mois de combat entre les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, une dizaine d'hommes armés pénètrent dans l'hôtel Novotel d'Abidjan par l'arrière. Ils se présentent à la réception et disent rechercher des hommes blancs. Ce commando était composé de miliciens, de jeunes miliciens récemment incorporés dans la garde présidentielle et dans les commandos marines. Ces hommes enlèvent alors le directeur de l'hôtel, le français Stéphane Franzi Ripel, mais aussi le chef d'entreprise Yves Lamblin et 2 de ses collaborateurs, un béninois et un malaisien. Après la chute de Laurent Gbagbo, un appel à témoins est lancé, 2 miliciens sont arrêtés. Ils avouent avoir emmené les otages au palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Selon l'enquête, les otages y ont été torturés puis tués. Un seul corps, celui d'Yves Lamblin, sera retrouvé. Sur le banc des accusés, 10 hommes, militaires ou miliciens, d'anciens fidèles de Laurent Gbagbo. Pourquoi ont-ils abattu les 4 hommes? Qui leur en a donné l'ordre? 6 ans après les faits, les familles des victimes espèrent obtenir des réponses. Son sort divise l'Israël depuis un an. Le soldat Elor Azaria écope finalement une peine de 18 mois de prison pour avoir achevé un Palestinien, une peine beaucoup plus clémente selon beaucoup d'observateurs. Une fois de plus, nos confrères de France 24. 18 mois de prison pour homicide volontaire. Une peine bien en deçà des réquisitions du procureur qui avait réclamé entre 3 et 5 ans de prison. Elor Azaria attendait son procès derrière les barreaux depuis 11 mois. Il lui reste 7 mois de sa peine à purger. Symbolique, son procès a profondément divisé la société israélienne. Ses soutiens, rassemblés devant le tribunal militaire de Tel Aviv, demandaient sa libération et son amnistie. En Israël, excepté pour certaines communautés, le service militaire est obligatoire. 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Beaucoup de familles se sont donc identifiées à ce jeune sergent de 21 ans. Je suis sûre que toutes les mères d'Israël qui envoient leurs enfants à l'armée, pour la majorité, elles ressentent la même chose. Mais en Israël, Tsahal, l'armée, est l'un des socles du pays et a un devoir d'exemplarité. Une exemplarité ternie par Elor Azaria. 24 mars 2016, le soldat, alors membre d'une unité paramédicale, est filmé en train de tirer sur un Palestinien qui venait d'attaquer des soldats israéliens au couteau. L'homme est blessé, à terre et n'est plus dangereux. Le jeune sergent justifiera son acte en expliquant qu'il pensait que l'assaillant palestinien dissimulait une ceinture d'explosifs. Voilà, place à présent à la revue de presse dans une sélection de Lydie Loufouladio. Bonsoir. Premier ministre, Kabila s'en tient à la liste de 3 noms
Grande bousculade pour la succession d'Étienne Tshisekedi au CNSA. Laurent Mosengo, n'essuyons pas la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Voilà quelques titres à la une qui ont paru ce mardi 21 février à Kinshasa. Forum des As titre en réaction à la profanation des églises. Le cardinal Laurent Mosengo fustige avec véhémence le saccage le week-end dernier des œuvres de l'église catholique. Dans le même registre, le prélat congolais même du Sacré Collège dénonce et condamne les propos discourtois, irrévérencieux d'un groupe de jeunes tenus il y a 2 semaines contre les responsables de l'église catholique. N'essuyons pas la mémoire de Étienne Tshisekedi, martèle l'archevêque de Kinshasa dans un message publié hier lundi 20 février. Les journaux La Cité africaine nous parlent de grandes bousculades pour la succession d'Étienne Tshisekedi au CNSA. C'est une véritable redistribution de cartes que l'on assiste depuis quelques jours au sein du rassemblement de l'opposition après les décès inopinés d'Étienne Tshisekedi. Après la mort de celui que la classe politique avait désigné au poste de président du comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, il apparaît désormais peu probable que ces postes, aujourd'hui encore vacants, reviennent à l'UDPS, le parti dont le défunt était le leader incontesté. La prospérité, de son côté, écrit les évêques face à leurs responsabilités. Premier ministre Kabila s'en tient à la liste de 3 noms. Selon les confrères, les évêques ont enfin rencontré lundi 20 février 2017 Joseph Kabila, le président de la République. Au sortir de cette audience, Abbé Donatien Cholet, le secrétaire ad intérim de la SENCO, a déclaré qu'à propos du futur Premier ministre, qui, au terme de l'accord du 31 décembre 2016, sortira du rassemblement, le président de la République attend une liste de 3 propositions de noms pour des dispositions à prendre en matière de nomination. Le journal La Plume titre « Ogefrem au bord de la faillite ». C'est les nommés Jean Cyrus Mirindi Batunike, cadre à l'OGFM, qui a lancé l'alerte. Mais c'est que ce dernier a relevé ne serait que la face visible de l'iceberg de la mégestion catastrophique de cette entreprise du portefeuille de l'État. Terminons cette revue de presse par cette caricature qui nous démontre que la République démocratique du Congo est prise en otage par les politiciens. C'en est fini pour ce soir. Merci et bonsoir. C'est par là que nous mettons finalement un terme à ce journal de ce mardi 21 février 2017. Ce journal que nous avions eu, en tout cas le privilège de vous présenter. Nous sommes à la fin. Nous vous disons merci et soyez toujours branchés à la suite du programme des canaux Kin Télévision. Sincèrement, nous espérons que vous ne serez jamais déçus. Au revoir et à la prochaine.